Tu n'es qu'un échec, un ratage complet. On a dépensé une fortune pour t'élever. Et tu reviens le ventre rond. Quel mauvais investissement. Dehors, ce fut la seule chose que mon père m'a dite, le soir du réveillon et de Noël. Il n'a pas demandé si j'étais heureuse. Il n'a pas posé de questions sur le bébé. Il m'a juste regardée avec un dégoût pur, effaçant 26 ans d'histoire familiale en une seconde. Ma mère, elle, n'a pas dit un mot. Elle a simplement siroté son verre de vin en détournant les yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé son cadeau sur la table. Je lui ai tourné le dos. Et j'ai quitté cette maison pour toujours. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Et quelle heure il est chez vous? J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. 3 ans plus tard, j'ai 29 ans. Je suis proviseure adjointe dans un lycée privé des Beaux-Quartiers, un établissement qui accueille les enfants de l'élite la plus arrogante de la ville. Je passe mes journées à soutenir le regard de parents persuadés que leur argent peut soustraire leurs enfants à la réalité. Je ne cille pas, je n'élève jamais la voix, j'applique le règlement, c'est tout, jusqu'à ce qu'ils s'épuisent d'eux-mêmes. C'est mon travail. Il s'avère que survivre à ma propre famille a été une excellente formation professionnelle. Quand mon grand-père, Elias, est mort le mois dernier, je n'ai pas seulement perdu la seule personne qui m'ait jamais aimée, j'ai hérité d'une guerre. Il m'a tout laissé, l'entreprise de matériaux de construction, les liquidités, le portefeuille immobilier, un total de 8 millions d'euros. Il a complètement ignoré son propre fils. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et comme il l'avait prédit, mes parents, Déborah et Robert, ne sont pas venus à l'enterrement pour le pleurer. Ils sont venus pour me faire signifier une assignation en justice. Le motif abus de faiblesse. Ils prétendaient que j'avais manipulé un vieil homme sénile, que je l'avais isolé pour leur voler leur héritage. C'était un mensonge si audacieux que c'en était presque admirable, mais au lieu de les affronter dans la presse ou de crier mon innocence sur les réseaux sociaux, je n'ai absolument rien fait. C'est l'art de faire le mort. Quand un prédateur attaque, son instinct est déclenché par le mouvement. Si vous vous débattez, il mord plus fort. Si vous fuyez, il vous chasse. Mais si vous ne faites rien, si vous restez parfaitement immobile, il devient négligent. Il vous croit faible, il pense avoir déjà gagné. Il baisse sa garde et commence à dévorer sa proie. C'est à ce moment-là qu'il faut frapper. Alors, je les ai laissés me peindre en monstre. J'ai laissé Déborah raconter à ses amis du cercle privé que j'étais une charognarde qui s'attaquait aux personnes âgées. J'ai laissé Robert publier des statuts larmoyants sur Facebook à propos des serpents dans le jardin. Je les ai laissés changer les serrures de la maison familiale et garer leur voiture dans l'allée comme s'ils en étaient déjà les propriétaires. Je suis restée silencieuse. Pas de mise en demeure, pas de blocage sur les réseaux. J'observais. Car pendant qu'ils célébraient leur victoire prématurée, j'étais en rendez-vous avec Maître Dubois. Dubois n'est pas l'avocat que l'on engage pour une médiation. C'est l'avocat que l'on engage pour mettre fin à un conflit. Assis en face de moi dans son bureau aux parois de verre, il a examiné le dossier que j'avais compilé. Il m'a dit qu'ils avaient été brouillons. Il m'a montré une photo de mon père conduisant la Citroën DS Palace de collection d'Elias jusqu'à un casino, dépensant de l'argent qu'il ne possédait pas encore. Il me pensait effrayée. Il croyait que j'étais toujours la même fille et qui était sortie dans la neige. 3 ans plus tôt. Mais Dubois a souri. Et ce n'était pas un sourire aimable. Il a dit que nous n'avions pas besoin de gagner un procès. Nous avions juste besoin de les réunir dans une pièce et de les laisser mentir, sous serment. Pour comprendre pourquoi je suis sur le point de ruiner la vie de mes parents, il faut comprendre comment mon grand-père est mort. Ce n'est pas l'AVC qui a tué Elias, c'est l'isolement. Il y a 2 ans, quand on m'a appelé pour me dire qu'il s'était effondré à l'entrepôt, j'ai roulé à 150 km/h jusqu'à l'hôpital. Les limitations de vitesse ne comptaient plus. Seul comptait l'homme qui m'avait appris à faire du vélo quand mon propre père n'avait pas daigné s'en donner la peine. Mais en arrivant au service de réanimation, je n'ai pas trouvé de médecin qui m'attendait. J'ai trouvé un agent de sécurité privée. Ma mère, Déborah, se tenait derrière lui, vérifiant son maquillage dans un poudrier. Elle n'avait pas l'air triste, elle avait l'air agacée, comme si elle attendait une table dans un restaurant bondé. Quand elle m'a vue, elle a refermé son poudrier d'un coup sec et a esquissé ce sourire mince et crispé que je connaissais si bien. Elle m'a annoncé qu'ils avaient obtenu sa tutelle en urgence et que je devais partir. Ils m'ont interdit l'accès à sa chambre. Pendant 6 mois, ils ont brandi cette tutelle comme une arme.
Ils ne se sont pas assis à son chevet, ils ne lui ont pas tenu la main, ils ont payé des infirmières pour le regarder dépérir pendant qu'il gérait ses affaires. J'ai passé des nuits sur le parking de l'hôpital, à regarder la fenêtre de sa chambre, sachant qu'il était en train de mourir seul. Mais voilà ce qu'ils ignoraient. Ils pensaient en l'avoir coupé du monde. Ils le croyaient sans défense. Mais Elias était un homme d'affaires qui avait survécu à des récessions, des grèves et à son propre fils. Il savait exactement qui ils étaient en... 3 jours avant son AVC, nous étions assis sur sa terrasse. Il m'a tendu un lourd classeur en cuir, on aurait dit un vieil album photo, mais à l'intérieur, il n'y avait aucune image. Il y avait des registres, des mots de passe, une clé, U, S, B cryptée, collée au dos de la couverture. Il m'a dit qu'ils attendaient qu'il flanche, que s'il tombait malade, il s'attaquerait au compte. Il m'a dit de ne pas les affronter de front, mais d'observer et de tout noter. Alors, c'est ce que j'ai fait. Pendant qu'il jouait les cerbères à l'hôpital, j'ai ouvert le classeur. Je me suis connectée au compte de son entreprise avec les accès qu'il m'avait donnés. Je ne pouvais pas bloquer les transactions. La tutelle m'en empêchait, mais je pouvais les voir. Je les ai regardés vider l'entreprise de sa substance pendant qu'il se vidait de la sienne dans un lit d'hôpital. J'ai vu les frais de conseil. J'ai vu les factures de maintenance d'urgence pour des propriétés qui n'existaient pas. Je les ai vus acheter des bijoux et faire passer ça pour des fournitures de bureau. Je les ai regardés voler 8 millions d'euros en 6 mois. Les gens me pensent comment ils ont pu faire ça à leur propre père. Comment ils pouvaient dormir la nuit, sachant qu'ils mouraient seuls pendant qu'ils dépensaient son argent. C'est le calcul du narcissique. Pour des gens comme Déborah et Robert, les êtres humains ne sont pas des personnes. Ce sont des actifs. Et quand un actif n'est plus performant, quand un père vieillit ou qu'une fille tombe enceinte, ils ne ressentent pas de chagrin, ils se sentent floués. La mort d'Elias n'était pas une tragédie, mais un dû, le paiement pour le désagrément d'avoir dû attendre. Dans leur esprit, ils ne volaient pas, ils percevaient des arriérés pour le fardeau d'avoir fait semblant de l'aimer. Ils pensaient que l'argent était leur héritage. Ils n'avaient pas compris que c'était une preuve. Et maintenant, j'ai 2 ans de relevé, et j'ai fini d'observer. Le jour de la déposition ressemblait moins à une procédure judiciaire qu'à un couronnement. Je me tenais sur les marches du palais de justice, regardant mes parents arriver dans une parade de glorioles volées. Robert s'est garé sur la place réservée, au volant de la Citroën DS de 1968 immaculée. D'Elias, il est sorti, ajustant sa cravate en soie, avec l'allure parfaite du fils éploré héritant d'un empire. Déborah a suivi, dans une robe de créateur noir, portant le collier d'émeraude qu'Elias avait acheté pour ma grand-mère, le même collier qu'il m'avait promis pour ma remise de diplôme, avant qu'il ne m'efface. Il n'était pas en deuil. Il faisait un tour d'honneur. J'ai ajusté la manche de mon blazer, un vêtement de prêt-à-porter, pratique, sans prétention. Pour eux, il avait l'air d'une défaite. Pour moi, c'était un camouflage. Ils m'ont repéré près des portiques de sécurité. Le regard de Déborah m'a balayé, s'arrêtant sur mes talons éraflés avec ce rictus familier. Elle m'a dit que j'avais l'air fatiguée et m'a demandé si je faisais toujours mes achats dans les magasins de déstockage. Je lui ai répondu que je vivais selon mes moyens. Robert a eu un petit rire, faisant teinter les clés d'une voiture qui ne lui appartenait pas encore légalement, et m'a dit de faire vite. Ils avaient une réservation pour le déjeuner. Ils sont passés devant moi, la tête haute, exhalant un parfum de luxe et de confiance mal acquise. Ils pensaient que j'étais la même fille qui s'était assise en silence à la table de Noël pendant qu'ils démolissaient de ma vie. Ils n'avaient pas réalisé que la fille qu'ils avaient exilée avait passé 3 ans à apprendre à diriger une école remplie de prédateurs. Je n'étais pas là pour débattre. J'étais là pour refermer la grille. Dans la salle de réunion, l'air était stérile et froid. Le vidéaste ajustait sa caméra. Maître Dubois était assis à côté de moi, le visage un masque d'ennui. Il n'avait pas l'air d'un requin. Il avait l'air d'un comptable qui voulait rentrer chez lui. C'était sa plus grande ruse. Robert et Déborah se sont assis en face, étalant leur dossier comme pour marquer leur territoire. Leur avocat, un homme mielleux, nommé Maître Sterling, qui facturait à la minute pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre, a ouvert sa mallette. Il a fait glisser une unique feuille de papier sur la table en acajou et m'a dit que ses clients se sentaient généreux. Il a dit qu'il comprenait que j'étais en deuil et confuse, et que pour m'éviter de me ridiculiser, il me proposait un accord. J'ai regardé le chèque, 10 000 euros.
Robert s'est penché en arrière et m'a dit de le prendre, de rembourser mes crédits et de me payer un petit voyage. Signe juste le papier qui dit que tu as forcé la main de papa, et on oubliera tout ça. 10 000 euros, le prix de mon silence, le prix de ma dignité. C'était une insulte si précise qu'elle m'a presque fait saigner. Mais je n'ai pas rougi, je n'ai pas déchiré le chèque, j'ai regardé le montant, puis j'ai regardé Robert. J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas de sa charité. Je voulais la vérité. J'ai repoussé le chèque et j'ai dit « Commençons l'enregistrement ». Déborah a soupiré en levant les yeux au ciel, me disant que si je voulais être humiliée face caméra, je n'avais qu'à y aller, car il n'avait rien à cacher. J'ai regardé Maître Dubois, il a fait un signe de tête à peine perceptible. Ils étaient à l'aise, arrogants, exactement là où nous les voulions. Dubois a pris la parole. Sa voix douce, sans menace, il a menti sans effort, disant que j'étais épuisée et que j'envisageais de retirer ma plainte. Mais pour que le tribunal les accepte comme nouveaux gérants de la succession, nous devions établir leurs compétences, formaliser leur rôle. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à voir s'ils étaient assez avides pour y tomber. Dubois a continué, joignant ses mains sur la table. Il a dit que j'étais prête à renoncer à être la bénéficiaire principale, car je ne voulais pas me battre. Je gardais la tête baissée, étudiant les veines du bois, jouant le rôle de la fille vaincue, je sentais le regard de Déborah sur moi, prédateur et triomphant. Dubois a expliqué que s'il voulait prendre la direction immédiatement, il devait contourner les délais habituels de la succession en attestant formellement de leurs compétences et de leur implication. Robert a rétorqué qu'ils étaient de la famille. Alors bien sûr qu'ils étaient compétents. Dubois a ouvert un dossier et en a sorti un unique document épais. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une déclaration sur l'honneur de gestion fiduciaire. Elle stipulait que durant les derniers 24 mois, la période de la maladie d'Elias, ils n'avaient pas été de simples observateurs, mais des gérants actifs qui avaient personnellement approuvé, supervisé et autorisé toutes les sorties financières de l'entreprise. Maître Sterling, leur avocat, s'est penché en avant, les yeux plissés. Il les a avertis qu'ils n'avaient pas encore audité les comptes et leur a déconseillé de signer. Sterling était malin. Il sentait le piège, mais Dubois savait exactement sur quel levier appuyer. Il a expliqué que s'ils attendaient un audit, la succession resterait gelée pendant 6 à 12 mois. Pas d'accès aux actifs, pas de versement de la commission des gérants. Quand Déborah a demandé de quoi il s'agissait, Dubois a expliqué que les gérants actifs avaient droit à des honoraires statutaires d'environ 5% de la valeur de la succession, payables immédiatement sur la base de l'évaluation actuelle. Un paiement cash d'environ 250 000 euros. Aujourd'hui, le silence dans la pièce était absolu. J'ai vu la cupidité déferler sur le visage de Déborah comme une vague. 250 000 euros, liquide, immédiat. Le téléphone de Robert a vibré sur la table. Il a jeté un œil à l'écran et j'ai vu son visage se décomposer. De mon angle, j'ai pu distinguer la notification. C'était un message d'un contact nommé Vinny, paiement dû, midi. Robert était aux abois. Les usuriers n'attendraient pas la fin de la succession. Il avait besoin de cash, et tout de suite. Il a dit à son avocat qu'il n'avait pas besoin d'un audit. Sterling a essayé de l'arrêter, le mettant en garde contre la responsabilité qu'il endossait. Mais Robert a aboyé qu'il connaissait l'entreprise de son père mieux que personne. Il a affirmé que c'était lui qui gérait les comptes pendant que Elias se mourait, et qu'il avait approuvé chaque centime. Il m'a jeté un regard méprisant et a réclamé le document. Robert et Déborah ont signé la déclaration sans hésiter, jurant qu'ils avaient personnellement approuvé chaque transaction des 2 dernières années. Dubois a confirmé les signatures et leur a rappelé qu'il venait de témoigner sous peine de parjure, alors que Déborah tentait de partir. Je les ai arrêtés et j'ai ouvert le classeur noir qu'Elias m'avait donné, le registre auquel Papy faisait plus confiance qu'à eux. J'ai pointé un fournisseur, listé chaque mois depuis 2 ans, Deb Rob Solutions, 15 000 euros à chaque fois. Robert a prétendu que c'était pour la logistique. Déborah a répliqué qu'ils avaient déjà juré l'avoir approuvé. J'ai révélé calmement que la société avait été créée 3 jours après l'obtention de la tutelle et qu'elle était enregistrée au nom de Tina Rossi, la manucure de ma mère depuis des années, des photos Instagram,
Des adresses concordantes et des géolocalisations anéantissaient toute prétention de coïncidence. Je leur ai dit qu'ils avaient créé une société écran et siphonné 360 000 € pendant que papy se mourait. Robert a hurlé au cou monté. Dubois a exposé la réalité. Soit Robert avait menti dans sa déclaration, parjure, soit il venait d'avouer un détournement de fonds face caméra. Les deux étaient des crimes. Déborah s'est jetée sur les papiers, mais Dubois les a retirés. Robert m'a supplié de le laisser arranger les choses. Je lui ai dit que ce n'était plus une affaire civile. C'était pénal. Acculé, Robert s'est vanté d'avoir contracté un prêt sur trésorerie de 3 millions d'euros en engageant l'entreprise, flambant l'argent au jeu pendant que son père était dans le coma. Il a dit que la succession était ruinée. Dubois a souri. Je l'ai corrigé. Robert avait signé en tant que propriétaire et PDG, mais l'entreprise n'appartenait plus à Elias. 5 ans plus tôt, papy avait tout transféré dans une fiducie irrévocable. J'en étais la fiduciaire. Les actifs que Robert avait mis en gage n'étaient pas les siens. Dubois a porté le coup de grâce, parce que Robert avait utilisé une garantie qu'il ne possédait pas. La clause de garantie personnelle du prêt rendait la dette immédiatement exigible sur ses biens personnels. Pas de tribunal. Saisie immédiate. Le téléphone de Robert a explosé d'alerte. Compte gelé. Hypothèques activées. Saisies immobilières déclenchées. Maison, voiture, plan épargne-retraite. Tout disparaissait en temps réel. Je lui ai dit qu'il n'avait pas ruiné la succession. Il s'était ruiné lui-même. La police est entrée avec des mandats d'arrêt pour fraude, abus de faiblesse et vol aggravé. Robert n'a pas résisté. Il a murmuré mon nom alors qu'on lui passait les menottes. Je lui ai dit que je ne pouvais rien pour lui. Je n'étais qu'une proviseure adjointe. C'était l'affaire de la justice. Cet après-midi-là, j'ai arpenté la propriété vidée d'Elias. La fiducie avait protégé l'essentiel. Les 8 millions d'euros n'effaçaient pas mon enfance. Mais ils achetaient la sécurité et la liberté. J'ai changé les serrures, supprimé les numéros de Robert et Déborah, et j'ai laissé le silence s'installer. Je ne célébrais pas la richesse, je reconquérais la paix. Avez-vous déjà vu quelqu'un se détruire avec son propre ego? Racontez-moi dans les commentaires.